Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous aide à comprendre et à décrypter les tendances et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous nous demanderons tout d'abord quelle stratégie en matière d'assurance vie en 2026, mais nous nous demanderons également s'il faut continuer à défendre l'assurance vie, une question que nous poserons à Gérard Beckerman, le président de l'AFER, dans la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui sera consacré aux risques sur les marchés financiers. Où sont les risques sur les marchés financiers? Une question que nous poserons à Léonard Cohen, le président de Ginger Asset Management, mais aussi à Thaïs Castan, associé au sein du cabinet LEA Finance. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous ferons un focus sur les ETF à levier et les stratégies associées. Nous en parlerons avec Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de luxavie.fr. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Quelle stratégie en matière d'assurance vie en 2026, mais surtout une autre question, faut-il défendre l'assurance vie? Voilà deux sujets qui vont nous animer à présent donc, dans cette première partie d'émission. Nous avons le plaisir d'accueillir Gérard Beckerman. Bonjour Gérard Beckerman. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes président de l'AFER. Alors on va évoquer d'abord les performances des contrats de l'AFER en 2025 avant d'aller sur un combat que vous avez mené face aux députés en matière de fiscalité de l'assurance vie en 2025 également. Un mot peut-être sur les contrats de l'AFER cette année. Vous affichez un taux de 2,65% sur le taux AFER multisupport et un contrat AFER Génération qui, lui, affiche 4,05%. Le contrat AFER Génération, on en avait parlé d'ailleurs ensemble il y a quelques mois. On est plutôt sur des bonnes années, si je comprends bien, un retour des bonnes années en matière d'assurance vie et de fonds euros, Gérard Beckerman? Sur une très bonne année. Ça ne suffit pas, une bonne année. On renoue avec ce qui a toujours été la vie de l'AFER. On était la plupart du temps sur le podium et parfois même le numéro 1 et 4,05 sur le contrat AFER Génération. AFER Génération, c'est un pari sur la fidélité. C'est beau d'être fidèle dans la vie. Ce n'est pas toujours facile, mais on fait tout ce qu'on peut. Et si on reste pendant 8 ans à l'AFER, sachant que la durée moyenne de détention du contrat, c'est quand même 21 ans, donc ce n'est pas un énorme effort, eh bien, le taux, il est boosté, comme on dit, et 4,05, c'est une très, très belle performance. Sachant que c'est un contrat plus récent qui a été lancé récemment. Oui, mais il a déjà fait ses preuves. On a collecté plus d'1 milliard d'euros et 33 000 Français ont adhéré à ce contrat, souvent des jeunes, d'ailleurs beaucoup plus jeunes que le contrat du multisupport, qui continuent de performer. C'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. C'est un duo. Et les épargnants peuvent être intéressés par les deux. L'intérêt d'AFER Génération, c'est que la rémunération, on part de zéro. Et comme on part de zéro, on peut acheter du papier qui est très bien rémunéré. Regardez les emprunts américains, c'est à, je ne sais pas, 4,20, 4,30. Donc, il y a de quoi faire. Et même les OAT françaises. Donc, on a acquis ce papier. Il n'y a pas eu d'effet de dilution parce qu'on partait de zéro. Et donc, on a pu redistribuer la quasi-intégralité des bénéfices aux épargnants qui ont souscrit. Alors justement, sur ce sujet, il y a eu une décision qui a été prise à l'AFER cette année, c'est aussi donc de garder une participation aux bénéfices, la PBB. Ce n'est pas quelque chose que vous faites d'habitude au sein de l'AFER. Est-ce que ça veut dire que dans le contexte actuel, c'est pas mal quand même d'anticiper un petit peu ou d'avoir un peu de côté pour voir venir? La pyramide des âges, elle nous interdit de mettre un peu trop de côté. Vous savez, on a 460 centenaires. Je ne vais pas dire à cette adhérente qui habite Vierzon, qui a 101 ans, « Chère adhérente, revenez dans 6 ans, nous allons vous donner votre dû. » Bien sûr. Et donc, on fait très attention. On avait comme philosophie la redistribution à 100% des bénéfices que nous réalisions. Et la PPB, la provision pour participation aux bénéfices, c'était un plus. C'était pas, je dirais, l'âme de l'affaire. C'était un plus dans un souci de précaution pour l'avenir. On gère autrement, mais nous avons quand même, et c'est ça qui est extraordinaire cette année, c'est que non seulement
le taux du multisupport 2,65, le taux d'affaires génération 4,05, le taux du Perrin 3,50, eh bien, ne nous a pas interdit de doter la PPB pour les années à venir. C'est-à-dire qu'on a tondu la laine, mais on a gardé le mouton vivant. D'accord. Et ça permet donc du coup d'adresser toutes les générations, si je comprends bien, dans cette stratégie. Un mot, Gérard Beckermann, du projet de loi de finances 2026, avec une question très simple. Faut-il défendre l'assurance vie cette année et les années à venir? On l'a déjà défendu. Les amendements qui étaient présentés étaient, pour tout dire, assez funestes. Assez funeste, et on n'a pas beaucoup aimé l'alliance contre nature entre le MoDem et LFI. Là, vous parlez d'un amendement qui proposait d'aligner L'amendement la fiscalité non, de l'assurance vie sur les d'intégrer successions. aux héritages l'assurance vie. C'est pas bon, c'est pas bien. 22 millions de Français détiennent un contrat d'assurance vie. Cette épargne, elle appartient aux épargnants, elle n'appartient pas aux députés. Et donc, nous demandions à ces élus de la nation un peu de civilité, de dignité, de reconnaissance. Et le pire, ça a été ce projet d'IFI, impôt sur la fortune improductive. Bon, enfin, ça veut dire quoi improductive quand on sait que l'assurance vie, elle finance 600 milliards pour les PME et pour les entreprises, et qu'à côté de ces 600 milliards, il y a encore 620 milliards pour les obligations d'État. Donc ce qui était improductif, c'était cet amendement. C'est cet amendement qui était improductif. Et donc nous disons que l'assurance vie, elle n'est pas une niche, elle est un service public, les routes, les hôpitaux, l'éducation, la justice et la santé. Bien sûr. Et il faut financer tout cela. Et financer, taxer l'assurance vie, cela serait revenu à taxer tout ce à quoi elle sert. Ça n'est pas dans la dernière version du projet de loi de finances Oui, 2026, heureusement. heureusement. Est-ce que quand même il faut rester en veille sur ce sujet parce qu'il y aurait un risque que le sujet revienne sur la table? C'est une tentation. Elle est physiologique, je dirais. Certains députés ont une tentation physiologique, comme la consommation. Ils veulent s'attaquer à l'épargne. Qu'ils pensent à autre chose. Ce n'est pas à eux, c'est à nous. Dernière question sur ce sujet improductif. Quand on est professionnel de l'assurance vie, qu'on suit ses clients depuis de nombreuses années et qu'on voit, qu'on considère un fonds en euros, par exemple, comme une fortune improductive, quelle est la réaction des épargnants ou même d'un professionnel comme vous, Gérard Beckermann? Naturel, de quoi se mêle-t-il? C'est nous qui avons renoncé à la consommation. Ce sont 23 millions, je viens de vous le dire, de Français et 30 millions de bénéficiaires qui ont fait une sorte de sacrifice. On ne taxe pas un sacrifice. On le salue, on le bénit, on le reconnaît, on l'admet et on le chérit. Il faut chérir l'épargne parce qu'elle est un sacrifice, un renoncement à une satisfaction présente. Pourquoi on en a besoin? Pour les vieux jours. Et c'est pour ça qu'on a créé Affaires Génération. Parce qu'Affaires Génération, il s'adresse à vous, aux jeunes qui ont besoin de compléter leur retraite, car on ne peut plus faire suffisamment confiance au régime traditionnel, comme le régime qui a été mis en place par les ordonnances de 1945. Il faut le compléter par un effort personnel. Et l'effort, il n'a pas besoin d'être taxé, il a besoin d'être libéré. Merci Gérard Beckermann de nous avoir accompagnés donc dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le président de l'affaire. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Où sont les risques sur les marchés financiers? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Léonard Cohen. Bonjour Léonard Cohen. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de Ginger Asset Management. Vous suivez les risques sur les marchés financiers. Vous avez même ce qu'on peut appeler une matrice des risques. Et vous suivez ça d'une manière analytique, mathématique. Et donc, ça sera intéressant de comparer avec la perception qu'on peut avoir du risque à l'heure actuelle sur les marchés financiers. On a le plaisir d'accueillir également
également Thaïs Castan. Bonjour Thaïs Castan. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé au sein du cabinet L&A Finance et on va regarder ensemble comment vous appréhendez ce sujet risque sur les marchés qui est une petite musique quand même depuis plusieurs semaines voire mois et comment est-ce qu'on appréhende ça quand on doit accompagner des clients dans leurs investissements. Première question peut-être pour vous Léonard Cohen. J'aimerais comparer votre vision un petit peu des risques sur les marchés financiers par rapport à ce qu'on peut avoir en tête ou percevoir quand on voit du risque politique, avec des difficultés à faire passer un budget, avec des enjeux d'élection, du risque géopolitique, notamment avec ce qui se passe aux États-Unis, du risque politique qu'on voit également aux États-Unis, de l'effervescence sur certaines classes d'actifs, notamment sur l'IA quand on parle des marchés actions, mais sur l'obligataire également. On a l'impression que le risque pointe son nez un petit peu partout sur les marchés financiers. Est-ce que vous, dans votre analyse du risque à froid, si je puis dire, vous constatez aussi que on est sur des marchés particulièrement risqués, ou en tout cas qu'il y a du risque un petit peu partout aujourd'hui? Alors ça, c'est clair. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque dans les marchés financiers. Ce serait bête que de l'oublier. Par contre, je vais essayer de faire une petite analogie pour bien expliquer quelle est la différence entre le risque visible de tous, bien sûr, et comment l'appréhender. D'accord. Donc voir ce qu'il y a en dessous. Et c'est ça le sujet. Alors, ces 8 dernières années, par exemple, si nous avions vu ensemble une voyante et qu'elle nous avait expliqué qu'on serait face au Brexit, au Covid, à la guerre en Ukraine, aux événements politiques que vous avez évoqués, aux événements géopolitiques que nous envisageons tous pour les prochains mois, eh bien, qu'aurions-nous fait ensemble? On aurait fui l'actif risqué. On aurait fui les actions. Déjà, on n'aurait pas cru, et ensuite, si on y avait cru, on aurait fui l'actif risqué. Alors, vous voyez, mais en analysant simplement les fondamentaux, alors que ces phénomènes se sont passés, on comprend bien que l'analyse fondamentale est insuffisante. Bien sûr. Nous avons tous constaté, dans cette période de 8 ans, qu'il fallait acheter, en regardant par la fin les choses, qu'il fallait acheter les actions. C'est eux qui ont fini au plus haut, en dépit de ce qu'on appelle le risque, la volatilité, la nervosité. Et avec des épisodes de volatilité relativement restreints. Au contraire, elle a été favorable, cette volatilité. C'est-à-dire qu'elle a permis, justement, comme une piste de ski où on prend la pente, il y a la montée, et ensuite la descente, en fait, nous fait prendre de la vitesse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, il fallait avoir d'autres types d'éléments. Et ce que nous avons construit chez Ginger, en étudiant les marchés différemment, ça fait plus de 30 ans que je suis sur les marchés financiers. J'ai commencé par faire de l'analyse fondamentale simple, comme tout le monde. Et puis progressivement, je me suis rendu compte que les marchés étaient en train de se déformer, comme une dislocation qui pouvait se produire lorsque justement les risques étaient extrêmes. Et donc, intégrer de nouveaux critères, c'est la fameuse matrice que nous avons intégrée, nous a permis justement, entre guillemets, de surfer sur les vagues de la volatilité, permettant de profiter des marchés financiers ces dernières années. D'accord, donc il faut sortir de l'idée, les marchés montent, tout va bien, attention, quand le risque pointe le bout de son nez, c'est potentiellement qu'il y a des baisses à prévoir. En fait, imaginez que l'on fasse ensemble le Paris-Dakar. On y va, la piste, on la connaît, c'est des dunes, etc. Sauf qu'on nous annonce une tempête de neige. Premier effet, c'est que tout le monde s'arrête. Mais en plus, on nous annonce que ça va glacer. Donc, si vous n'adaptez pas votre voiture et que vous ne mettez pas un lidar, c'est-à-dire quelque chose qui vous permet d'anticiper les plaques de verglas, eh bien, vous savez que vous serez sur des dunes, sur de la neige, et en plus, il y aura du verglas. Si vous n'adaptez pas votre conduite et votre véhicule, eh bien, vous aurez un problème. Je reviendrai sur la question de où sont les risques à l'heure actuelle sur les marchés, parce que j'aimerais savoir quand même début 2026. Mais Thaïs Castan, cette approche de Léonard Cohen, est-ce que c'est ce que vous constatez vous aussi, à savoir qu'il y a du risque depuis longtemps, mais on a quand même des marchés qui font de la performance, donc il faut adapter, il faut piloter un peu différemment pour reprendre l'analogie avec le Paris-Dakar? Tout à fait. C'est très perturbant pour les clients parce qu'il y a vraiment une approche risque qu'on a du mal à contrer malgré les faits, malgré les historiques de performance et malgré les données tangibles que l'on peut avoir. Et quand on a un client qui a de l'épargne à investir, qui a un horizon long terme et qui peut avoir un profil globalement équilibré, investir une partie de son épargne long terme sur de l'action, c'est tout à fait cohérent. Mais
psychologiquement convaincre le client qu'il y a une prise de risque à entrevoir. Alors, quelle est-elle? C'est vrai que ces 5 dernières années, depuis le Covid, tout s'est accéléré extrêmement vite sur les marchés boursiers. Ce qu'on pensait faire en 10 ans en termes d'évolution digitale, en 1 an avec l'IA, ça a été résolu. Donc aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite. On a l'impression que tout est moins prévisible. Et du coup, les investisseurs ont peur. Alors, c'est pour ça il y a cette crainte de dire je vais rentrer trop haut, puis en fait, ce sera le moment où on va se rendre compte que les fondamentaux n'étaient pas bons et ça va redescendre. Ça existe, ça? Enfin, il y a des investisseurs qui ont cette crainte-là? Oui, il y a des investisseurs qui se disent et si le timing n'est pas le bon? Alors, ça, on ne sait jamais. C'est quand on regarde dans le rétroviseur qu'on se dit finalement, on aurait dû investir à ce moment-là. Ça, c'est simple. Mais ils ont aussi la crainte de se dire c'est pas une classe d'actifs qui est faite pour moi parce que moi, je réagis mal au risque ou parce que qu'est-ce que je fais si les marchés décrochent de moins 30%. Donc là, c'est tout l'intérêt de passer par des professionnels parce que, comme le disait Léonard à l'instant, l'objectif, c'est d'anticiper, d'essayer d'adapter sa conduite en fonction de ce qu'on va entrevoir sur les marchés. Et c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux clients, de déléguer en fait la gestion à des professionnels. Ça permet d'anticiper et de limiter ces risques, même si on a conscience qu'ils sont là, qu'ils sont présents. Léonard Cohen, où sont les risques début 2026 sur les marchés? Est-ce que c'est les mêmes que ceux qu'on peut percevoir quand on lit l'actualité? En tout cas, ce sont les mêmes que ceux que l'on a connus en 2025. D'accord. De toute façon, on est dans le même environnement. Rappelez-vous comment on a commencé l'année 2025. On l'a commencé, il fallait plus d'Europe. Il fallait que des États-Unis. Et en fait, on a quand même fait 40% de performance quasiment sur des actions large caps l'année dernière. En Europe? En Europe, oui. Large caps. Donc ça veut dire qu'il y a des erreurs de valorisation qui sont certaines. La première des choses à identifier, d'abord, c'est où on est. Des valorisations qui, en Europe, sur certains groupes de valeurs, restent faibles. D'accord. Donc il y a de la place. Maintenant, les risques, comme vous dites. Eh bien, par rapport au moment où nous sommes, nous n'avons pas de dislocation, la fameuse matrice des risques. Donc ce n'est pas les fondamentaux simplement, Le fonctionnement des marchés, il est que si la situation devient un peu moins pire que celle qui était attendue, ça suffit à faire monter les marchés. C'est ce que nous connaissons depuis des années. Et c'est comme ça qu'il faut aborder les choses. Ce n'est pas d'attendre que tout soit rose. Et donc, dans ce fonctionnement-là, justement, la dislocation, pour nous, n'apparaissant pas, eh bien, on est dans un environnement où le risque, dans nos analyses, reste maîtrisé et le potentiel reste entre 15 et 20%. Si je vous suis et si je caricature un peu, quand on a un président américain qui passe son temps à annoncer le pire et ensuite finalement à revenir sur sa décision, c'est porteur pour des marchés qui fonctionnent de cette manière-là, c'est ça? Mais Nicolas, parlons du mois d'avril 2025. En 2025, il annonce ses taxes douanières. Hop, le marché perd 20%. On n'a même pas la réponse, on n'a même pas le début de la négociation qu'à la fin du mois d'avril, c'est résolu. Non pas parce que ça ne va pas se produire, c'est parce que l'économie mondiale va pouvoir justement intégrer cette nouvelle donne. Et l'ajustement, quel est-il? C'est de constater en fin d'année que l'ensemble des organismes mondiaux vont relever la croissance économique mondiale, toute zone. D'accord. C'est la réalité. Eh bien, ça suffit. Donc, y a-t-il du risque sur le marché? Non, c'est ça la question que vous se posez. Des risques, il n'y a que ça. Il faut les analyser tout le temps. La différence entre Thaïs et ce que nous faisons dans la gestion financière est là pour analyser les marchés financiers. Thaïs et les CGP sont là pour justement prendre des briques élémentaires et construire par rapport au... communiquer, transmettre et construire des portefeuilles pour les clients adaptés à leur profil de risque. C'est différent. Thaïs Castan, une question, on a eu un peu plus tôt dans une émission Smart Patrimoine un professionnel de l'immobilier qui disait maintenant les Français ont dissocié la communication politique et les décisions d'acheter ou d'investir en immobilier et ne font plus forcément de lien, notamment vis-à-vis des craintes qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de sujets politiques. Est-ce que vous constatez la même chose en matière d'investissement sur ces risques politiques, géopolitiques ou autres, et qui finalement viendraient assez peu remettre en cause des stratégies d'investissement long terme, de préparation à la retraite ou autre? Oui, c'est perturbant d'ailleurs parce que on anticipe de gros chocs sur les marchés. On a des crises géopolitiques où l'humain s'en mêle et pour autant les marchés se maintiennent et dans la durée. Donc c'est se dire quelle nouvelle sur les marchés ou quel événement fera vraiment décrocher cet équilibre qui est fragile comme on l'imagine en réalité. Mais c'est très intéressant d'avoir l'analyse de Léonard qui finalement est moins portée sur la communication médiatique et tout ce qu'on peut entendre autour de cela, avec des experts, certes, mais l'analyse clairement tangible des chiffres.
nous font dire que globalement, en fait, il faut investir. Il faut investir. Et ça, les clients le comprennent? Ils sont toujours prêts à mettre de l'argent pour investir? Est-ce qu'ils pilotent un peu plus? Oui, mais la psychologie est très ancrée. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour un conseiller comme nous d'expliquer aux clients, mettons de côté l'aspect affectif de l'investissement, pensons uniquement rationnel et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà sur quoi il faudrait investir. Bon, après, la clé, la stratégie, c'est toujours la diversification, c'est-à-dire ne pas tout miser sur une seule classe d'actifs, un seul secteur, une seule zone géographique, même celle qui est en montée depuis plusieurs années ou autre. Mais c'est vraiment de diversifier et c'est ce qu'on essaye d'inculquer aux clients, si vous voulez. Mais il n'y a pas un risque, identifié par les investisseurs, d'arriver trop haut? Je prends l'exemple de l'or dont on parlait juste avant l'émission. Quand l'or a passé les 4 000 $, on s'est dit, ça y est, c'est un plus haut historique. C'est peut-être trop haut pour y aller. Finalement, aujourd'hui, on dépasse les 5 000. Donc, quelque part, oui, il faut changer un petit peu de méthode d'analyse pour décider d'aller sur un actif dont on pensait qu'il irait jamais plus haut et qui continue en fait à progresser. Ouais, mais comme l'immobilier, à partir des années 2000, ça a continué de grimper. On s'est demandé quand est-ce qu'on allait atteindre le sommet. Oui, là, effectivement, il y a ce sujet avec l'or, mais il y a aussi eu le sujet avec la crypto-monnaie. Voilà, on n'en sait rien. Si ça se trouve, oui, ça a atteint les plus hauts historiques, mais ça va continuer de monter, et donc il est toujours intéressant de venir utiliser cette hausse comme levier de performance. Après, c'est tout l'intérêt des analystes comme Léonard qui nous permettent de donner plus d'éléments à nos clients. Merci à tous les deux. On va malheureusement devoir arrêter ici. On pourrait aborder le sujet de comment se protéger quand on investit sur les marchés financiers, mais c'est un sujet qu'on traite souvent dans Smart Patrimoine. Donc je vous invite à retrouver d'autres émissions sur le sujet. Merci en tout cas Thaïs Castan, associé au sein du cabinet L&A Finance. Merci également Léonard Cohen, président de Ginger Asset Management, d'avoir répondu à nos questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, où nous avons le plaisir de retrouver Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de luxavie.fr. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas. Un focus ETF, comme d'habitude avec vous, et on va évoquer aujourd'hui les ETF à levier. Alors qu'est-ce que c'est que ces ETF à levier, Régis? Alors c'est un produit qui est quand même commence à être connu parce que ça fait maintenant une quinzaine d'années que ça existe en Europe. Donc ce sont des ETF, faisons simple, qui vont par un coefficient multiplicateur multiplier la performance d'un indice. D'accord. Voilà, c'est assez simple finalement à comprendre, mais ça fait partie de ces choses sur les marchés financiers qui paraissent simples et qui finalement ne le sont pas autant que cela. D'accord, il suffit pas de se dire que si le CAC 40 fait 1, on fait x2, et si il recule, on fait x2 à la baisse. Non, c'est plus complexe que ça? Alors, c'est plus complexe que ça. D'abord, la réglementation, et vous avez raison, vous avez utilisé le x2, limite à 2 fois le levier. D'accord. Donc, on a du x2, x-1, x-2. D'accord. Aux États-Unis, la SEC, c'est 3. Et tous les produits que vous voyez en Europe qui ne sont pas dans cette borne-là ne sont pas des ETF. C'est important de le voir. Donc, ils supportent d'autres risques. D'accord. Bon, donc, c'est important de savoir que les ETF, c'est forcément... De comprendre ça. Oui. Et c'est bien d'aborder le sujet maintenant. D'abord, parce que le plus gros ETF à levier vient de passer le cap des 1 milliard. C'est l'ETF sur le Nasdaq, qui a décollé depuis 2 ans. C'est assez impressionnant, pas simplement par sa valorisation. Mais avec des marchés au plus haut, il faut rappeler le fonctionnement d'un ETF à levier. Et pour, on va dire, des raisons pédagogiques, je vais me limiter au x2. D'accord. Alors, comment ça marche? Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la promesse qui est tenue, là, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est de faire x2 tous les jours. OK. D'accord, là-dessus, on est OK. Mais ce que l'investisseur doit absolument avoir conscience, c'est qu'à partir du surlendemain, c'est terminé. Il fait plus x2. Prenons un exemple. Chiffré, je vais essayer de ne pas m'en mêler les pinceaux. On prend, cas d'école, un ETF qui me progresserait de 50%, d'accord, à la fin de la journée. D'accord. OK, donc l'indice est à 150, et votre x2, il a fait 100%, il est à 200. D'accord, parce qu'on partait d'une base 100. Donc on part d'une base 100 pour les deux. D'accord. Exactement. Le jour suivant, on perd 30%. Donc l'indice passe de 150 à 105. D'accord, okay. Oui. On a perdu 30% de 150. On a perdu 30% de 150. Et le TF à levier perd 60% de 200. D'accord. Ça fait 80. D'accord, bah oui, bien sûr, parce qu'il fait x2 sur la performance négative, et bien sûr. Oui, voilà, parce que le jour suivant, on ne repart plus en base 100. On repart en base 80. Voilà, l'un en base 200 et l'autre en base 150. D'accord. D'accord. Et le jour d'après, oui, d'accord. Et donc, vous vous retrouvez avec un ETF à levier
qui a fait moins 20 et un indice qui a fait plus 5. D'accord. Embêtant, Ouais, embêtant bien parce sûr, que ouais. vous avez eu raison sur le sens. Alors, il n'y a pas une telle volatilité, mais votre ETF à levier, il est négatif. D'accord ? Alors, de cet exemple purement pédagogique, il y a un exemple réel sur on va dire, un indice à la mode qui est l'argent, Mhm. matière première. L'argent, il a connu une envolée spectaculaire en 2011. Les gens l'ont oublié, mais quand on prend les plus hauts de 2011 et les cours d'aujourd'hui, qui sont ces stratosphériques, hein, ok, c'est une hausse de 130%. D'accord ? Là, on n'est plus en bassin, hein, c'est en Ouais, zéro, bien sûr. une hausse de 130%. Dans le même temps, le TF à levier, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, je vous donne en Combien 1000, moins 50%. Moins 50%. D'accord ? D'accord. Donc, autant quand on investit sur un ETF classique et sur les marchés actions, on dit le temps est votre ami. Avec un ETF à levier, le temps n'est pas forcément votre ami. C'est un produit de timing, c'est un produit plutôt de court terme. Je dis ça avec des petites pincettes, mais à long terme, on s'expose à la Bien sûr. volatilité. Oui, bien sûr. Le temps n'est pas forcément l'ami, parce que la volatilité est forcément l'ennemi. Et ça, la D'accord. volatilité, allez la prévoir à l'avance. Mais alors, dans quelle stratégie on peut utiliser un ETF à levier, Alors, Régis ? on peut vouloir utiliser un ETF à levier, donc pour spéculer, hein, très clairement, on veut maximiser sa performance. Ou alors, on peut se dire, je vais monopoliser 2 fois moins de capital et je vais avoir à peu près le même résultat. D'accord. Okay, ou je veux me protéger, je prends un ETF BR, c'est un moyen simple, mais avec le gros bémol qu'on vient d'expliquer. Donc c'est un outil comme un scalpel. Quelqu'un qui ne sait pas servir d'un scalpel se coupe entre les mains d'un professionnel, ça peut donner des résultats intéressants, à tel point que nous avons une stratégie où on n'utilise que des ETF à levier qui a progressé de 105% et qui est déjà à 25% depuis le début de l'année. Donc, on a l'habitude de travailler là-dessus, donc on fait attention à ça. Une question de conclusion très 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 rapide. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire de la gestion active sur les ETF à levier ? Ah, forcément. Ah oui, bien sûr. Merci pour cette perche-là. C'est la meilleure conclusion qu'on pouvait trouver. C'est interdit de faire du buy and hold sur un ETF à levier. D'accord, ok. Forcément de la Absolument. gestion active Absolument. et suivie Absolument. jour après jour. Merci beaucoup Régis Merci, Nicolas. Jancovici de nous avoir accompagnés dans cette dernière partie Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de luxavie.fr. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement sur Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter avant cela en replay sur bismart.fr.